Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Avez-vous déjà songé au jour où les enfants quitteront le foyer familial ? Est-ce que cela, d'ailleurs, vous est déjà arrivé ? C'est un moment auquel on se prépare trop peu et qui évidemment change les relations que l'on a avec ses enfants, mais aussi celles du couple. Ces événements peuvent d'ailleurs offrir de nouvelles perspectives très heureuses pour la famille que l'on oublie souvent. Grâce à Béatrice, psychologue et auteure, nous avons évoqué ces questions. Pourquoi le jour où les enfants s'en vont est tant redouté ? Comment ne pas faire culpabiliser nos enfants ? C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence et présidente de l'association e-Enfance. Vous avez d'ailleurs votre podcast avec Marie Guyot qui s'appelle En Famille, un podcast pour accompagner au mieux leurs enfants et leurs adolescents dans un monde en pleine mutation pour les parents, évidemment. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un qui a attiré particulièrement mon attention. Il s'appelle Le jour où les enfants s'en vont. Un sujet fort qui a d'ailleurs bien occupé récemment l'esprit de ma famille. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi le jour où les enfants s'en vont est tant redouté par les parents ? Il est tant redouté par les parents parce qu'il y a une prise de conscience que rien ne sera jamais plus comme avant. Il va y avoir une autre partie de la vie qui va se vivre autrement. Avec des enfants qui vont être à distance, qui vont avoir gagné leur autonomie. Et donc, il va falloir lâcher cette préoccupation qui a tellement occupé les esprits pendant tellement de temps. Et donc, il va falloir trouver une autre façon de communiquer avec eux et une autre façon d'organiser son temps. Donc, je crois que ce qui est compliqué et ce qui peut donner un peu le vertige aux parents qui en passent par cette étape, et elle est tout à fait naturelle et partagée par tous, c'est de se dire qu'il va falloir trouver d'autres repères. On parle d'ailleurs du syndrome du nid vide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le syndrome du nid vide, c'est un mélange d'émotions tout à fait inédites où il y a le sentiment désagréable qu'il va y avoir un espace psychique à occuper qu'il va falloir inventer. Parce que les enfants, depuis qu'ils sont nés, demandent à leurs parents, et il faut bien le reconnaître, beaucoup à leur mère, même si les choses évoluent, mais ça remplit quand même un temps fou. Il y a une préoccupation constante pour assurer son bien-être, sa sécurité, répondre à ses besoins, faire qu'il soit le plus heureux possible et que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde. Il y a une nécessité de lui poser des règles, d'envisager les soins, la scolarité, sa vie sociale. Donc, ça prend un temps fou. Et donc, les enfants grandissant et les enfants partant, il va y avoir donc tout ce temps libéré qu'il va falloir occuper autrement. Et ça donne un sentiment de vide, effectivement. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus le réfrigérateur à remplir, se dire que il va falloir prendre rendez-vous pour telle ou telle chose. Il n'y a plus les bruits dans la maison, il n'y a plus la musique, les copains qui passent. Donc effectivement, tout bouge, tout change. Et en attendant, et surtout si on n'a pas été trop prévoyant, qu'on n'a pas trop anticipé la chose, tout d'un coup, il y a une
une espèce de vertige devant tout ce blanc, quoi. Et je voyais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, je voyais une femme que j'avais rencontrée à l'occasion d'une adolescence un peu turbulente d'une de ses 3 filles, et elle revenait me voir 5 ans plus tard, et elle en était là, c'est-à-dire qu'elle était totalement désemparée face à l'idée que ces 3 filles, l'une était au Canada, une deuxième partie vivre avec son copain et la troisième en province. Et donc, elle qui avait mis beaucoup d'énergie, qui avait pris énormément de plaisir à s'en occuper, qui était une maman poule, je dirais, était là complètement désemparée. D'autant que, et alors on y reviendra peut-être, d'autant que entre-temps, elles s'étaient séparées de leur père et que donc ça faisait beaucoup de choses à la fois. Et là, le syndrome du nid vide était au-delà. Je dirais que les émotions ressenties momentanément au moment où les enfants s'en vont prenaient une ampleur considérable parce que voilà, il y avait des éléments qui se rajoutaient et qui rendaient les choses encore plus difficiles. Est-ce que ça veut dire qu'on est mal préparé en tant qu'adulte à ce moment-là? Je crois qu'on n'anticipe pas suffisamment parce qu'en réalité, le but de toute éducation, et quand on a des enfants, on sait très bien que c'est pas pour qui nous tiennent la main indéfiniment et pour leur tenir la main indéfiniment. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à voir parce que le départ des enfants, ça renvoie quand même à notre propre vieillissement et que c'est pas quelque chose qui nous plaît tant que ça. Donc, il y a une espèce de répugnance à se projeter dans un âge où finalement on va se rapprocher plus de la vieillesse et donc je pense qu'effectivement il y a un manque d'anticipation parfois qui fait que la situation est plus douloureuse. C'est certain. Je pense aussi qu'il y a des situations familiales qui sont plus propices à vivre des choses avec souffrance. Je pense à ces mères seules qui ont élevé leurs enfants essentiellement seuls et qui finalement n'ont pas pu tellement investir une vie sociale, amicale, parce qu'elles n'avaient pas le temps en réalité. Donc il y avait le boulot, les enfants, le boulot, les enfants, le boulot, les enfants. Et tout d'un coup, les enfants sont plus là. Donc il y a un sentiment de solitude aussi qui est assez poisseux et qui fait pas plaisir. Je pense aussi que quand le départ des enfants coïncide avec des difficultés de boulot, une crise conjugale, ça rajoute à la difficulté et que les enfants sont parfois des écrans, par exemple, aux difficultés conjugales, que voilà, on continue d'être ensemble, de se parler, parce qu'il y a les enfants, et puis quand les enfants sont plus là, ça renvoie finalement à qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui nous reste. Et donc ça nécessite en réalité ce moment-là de re-questionner comment on va poursuivre toute cette vie qui nous reste et qui est assez longue en réalité parce que on vit tard. Mais oui. Et comment est-ce qu'on peut se préparer à tout ça? On peut, par exemple, quand les enfants sont petits, trouver des temps où ils sont pas au centre de notre existence. On peut quand même souvent, parfois c'est pas possible, mais souvent les envoyer chez des grands-parents en vacances, prévoir un week-end où ils sont pas là, les envoyer en colo. Donc il y a moyen aussi de s'habituer comme ça à ces moments sans les enfants. Et puis, il y a aussi, je pense, des signes annonciateurs qui nous font nous rappeler qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble indéfiniment. Il ne faut pas oublier que quand les enfants sont des grands adolescents, qui sont étudiants, etc., c'est pas toujours très agréable de cohabiter avec eux. La vie ressemble un peu à un hôtel. On connaît plus
leurs horaires, on ne sait pas s'ils sont là, s'ils sont pas là, s'ils dînent pas, et donc les échanges sont parfois réduits au strict minimum, et arrange ta chambre et voilà. Donc il faut pas oublier que ces moments-là sont peut-être un peu faits pour nous préparer à penser. Eh ben oui, à un moment, on n'est pas fait pour vivre indéfiniment ensemble, et ça sera bien quand il aura pris son envol. Moi, si je peux partager mon expérience, j'ai une mère qui est très, très, très mère poule et qui a eu 5 enfants. Et je pense qu'elle, dans son cas, elle aurait pu vivre toute sa vie avec ses enfants. Et que ces signes avant-coureurs-là ne l'a même pas dégoûtée, entre guillemets, de la vie avec ses enfants. Comment on fait dans ces cas-là quand on a des mères ou même des pères qui, au final, pensent que la vie n'est que très joyeuse avec ses enfants? Je pense que quand on en arrive à ce point-là, il y a un moment où on peut se faire un tout petit peu aider à l'extérieur. Je vois très bien à quoi vous faites référence, et parfois ce sont des femmes, des mères donc, qui attendent au fond que leurs aînés aient des enfants pour transformer leur rôle de mère en rôle de grand-mère. Alors, il y en a, ça se passe très bien et elles sont très contentes comme ça, donc pourquoi pas, hein. Mais ce sont des femmes qui, en général, ont misé, ont centré leur vie sur l'éducation des enfants, sur le rapport aux enfants. Les enfants ont été le centre de leur univers affectif, et elles n'envisagent pas la vie autrement. Donc, les choses peuvent éventuellement se déplacer sur des petits-enfants. En général, c'est des grands-mères extrêmement dévouées qui sont là dès qu'on les appelle, et qui y trouvent beaucoup de bonheur. Donc, il n'y a pas de quoi se priver non plus. Je pense que votre mère, elle a eu beaucoup d'enfants, donc entre l'aîné et le dernier, probablement, elle sera grand-mère. Oui, elle est grand-mère de 7 petits-enfants déjà. Donc, je pense qu'on est en plein dans ce tableau-là. Oui, tout à fait. Mais ce que je remarque, moi, ce que je vois aussi, par exemple, c'est que du coup, cet attachement en tant que grand-mère devient très important. Et donc, même le départ des petits-enfants, là, en l'occurrence, je pense à mon frère aîné qui est parti vivre à Shanghai il y a 1 mois et qui est parti avec, du coup, ses petits-enfants. Elle l'a revécu comme un déchirement. Ouais, parce que en réalité, c'est une personnalité, je ne vais pas lui faire son analyse sauvage, mais c'est quand même une personnalité qui a une dépendance affective un peu trop forte à ses enfants. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, parce que ça peut être un peu poisseux pour les enfants, ça peut être assez désagréable. Moi, j'ai eu des jeunes adultes en consultation qui étaient très entravés par la difficulté de leurs parents à les lâcher. C'est pas non plus complètement simple. Je pense notamment à des derniers de famille qui se rendaient compte que leur départ à eux allait sonner le glas effectivement de la famille au quotidien, et que ça laissait leurs parents tout à fait désemparés, et qui avaient beaucoup de culpabilité à l'idée de leur faire ce coup-là. Et c'est vrai que mon rôle, c'était de leur rappeler que c'était pas du tout un sale coup, mais que c'était la logique normale de la vie, de prendre son envol, et qu'on n'était pas... Viendra un temps, c'est vraiment toujours ce que je leur dis à ces jeunes adultes, c'est viendra un temps où il sera nécessaire de s'occuper des parents âgés. Il y a un temps pour ça, mais c'est un temps lointain. C'est pas à 25 ans. Voilà, en général, on est déjà beaucoup plus âgé et engagé dans une vie vraiment d'adulte, soi-même parent, etc. Donc, il y a un temps pour tout. Et les parents doivent le comprendre. Et ce que je vous répète, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, c'est de leur montrer que on ne va pas sombrer parce qu'ils s'éloignent. On va réinventer sa vie autrement. Oui. Est-ce que vous pensez du coup qu'il ne faut pas partager ses émotions en tant que parent lorsqu'on vit ce départ avec une grande tristesse? Je pense qu'il faut essayer de mettre un mouchoir sur le dos
sur trop de tristesse, que le côté un peu dépressivité et tristesse, et c'est vraiment, on le sait, très culpabilisant pour les enfants. Donc, c'est vrai que moins on leur fera porter ce poids-là et mieux eux, ils se porteront. On peut un peu en riant leur dire c'est fou ce que tu vas me manquer, hein, mais il faut que ça reste un peu léger, quoi. On n'est pas non plus de côté de joie et leur dire waouh, quel bonheur que tu partes. Mais voilà, il faut que les choses soient un peu légères quand même. Ouais. Est-ce que, de votre expérience, vous avez vu une différence entre le départ d'un fils et le départ d'une fille, que ce soit pour la mère ou pour le père? Encore maintenant, les parents se font souvent plus de soucis pour leurs filles. Il y a dans la difficulté à laisser partir les enfants, et alors là, je crois que c'est encore plus fort aujourd'hui qu'autrefois, et même certainement, il y a une espèce d'angoisse sécuritaire comme ça qui est très très forte. Voilà, l'environnement fait peur, on est habitué, les parents d'aujourd'hui sont habitués à suiter leurs enfants en permanence. Il y a ce téléphone portable, il y a une espèce de cordon ombilical extrêmement puissant qui se coupe beaucoup moins bien que le cordon ombilical originaire et qui fait que, au fond, il y a une espèce de communication permanente, de contrôle permanent, et notamment, je reconnais avec les filles, quand les filles sortent ou partent en voyage, ou etc., les parents sont souvent plus inquiets, ont peur pour sa sécurité. Pas tellement, ils n'ont pas tellement peur qu'elle ne se débrouille pas, mais ils ont beaucoup peur pour sa sécurité, je crois. Intéressant. Je voulais vous demander également autre chose. Vous avez parlé de beaucoup de culpabilité pendant ce moment-là que l'on fait peser sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? La culpabilité, c'est un vrai poison. Donc, les enfants ressentent, depuis qu'ils sont tout petits d'ailleurs, très fortement les émotions de leurs parents, leur peur notamment. La peur, c'est très, très, très partageable. La tristesse, la tristesse d'un parent rend les enfants très coupables, les fait se sentir, leur fait se sentir coupables de faire les choses de travers, et c'est pas du tout justifié. Donc, la culpabilité, en plus de ça, peut parfois jouer des tours parce qu'elle elle est très souvent inconsciente. Et j'ai vu des garçons ou des filles qui finalement mettaient leur envol en échec parce que inconsciemment, ils voulaient pas lâcher leurs parents. J'ai l'impression que ce moment s'accompagne aussi souvent beaucoup de nostalgie du temps de l'enfance, de nos propres enfants. Est-ce que vous pensez qu'on idéalise beaucoup l'enfance de nos enfants par rapport à la vie d'adulte qu'ils peuvent avoir? En tous les cas, l'enfance, elle est probablement effectivement assez idéalisée. Les enfants sont... Moi, ce qui me paraît très, très contemporain, c'est que jamais les enfants n'ont été aussi proches de leurs parents. Ils sont au centre de l'univers affectif de leurs parents. Maintenant, on choisit le moment où on va avoir ses enfants. Ils arrivent au meilleur moment dans la vie des parents, le moment où ils ont décidé qu'ils allaient pouvoir être disponibles, et s'ils étaient disponibles, ils allaient être disponibles à 100%. Donc, il y a une espèce d'investissement extrêmement fort sur les enfants. Et en même temps, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ils sont énormément avec leurs parents, ils sont au centre de l'univers affectif de leurs parents, mais souvent on leur fait vivre des situations qui sont compliquées. Et on leur demande de s'adapter à des situations qui en réalité sont pas simples pour eux. Donc, par exemple, la séparation des parents, je veux dire, les enfants s'en remettent évidemment, heureusement, en tous les cas quand elles se passent dans des conditions correctes et quand ils ne sont pas à l'enjeu de conflits qui s'éternisent. Mais quand même, c'est un effort d'adaptation important. Et ces enfants-là, alors,
alors peut-être eux, ils sont mieux préparés à l'envol, si je puis dire, parce que très souvent, une semaine sur deux, maintenant, ils ne voient pas leurs parents. Et leurs parents, pareillement, une semaine sur deux, ne voient pas leurs enfants. Donc, je pense que peut-être que ça va mieux préparer ces familles-là à prendre que la distance se prendra peut-être plus facilement. Quoique, toujours ce fameux téléphone portable fait que quand on n'est pas, quand ils sont chez leur père, par exemple, les mères téléphonent beaucoup. Je vois des adolescents qui sont tous les jours en contact avec leur mère quand ils sont chez leur père et vice-versa. Donc, il y a quand même un maintien du lien qui est très fort, mais il se fait à distance, aussi à distance. Et je me dis que les pères, là, pour le coup, ils sont à égalité avec les mères. Aujourd'hui, le départ des enfants, curieusement, n'est pas plus doux qu'autrefois. Je pense même qu'autrefois, il y avait voilà, l'idée que les enfants partaient, les fils déjà partaient au service militaire. Il y avait moins ce côté surprotection et qui complique un peu les donnes. Bien sûr. Vous parlez beaucoup des liens, et notamment des liens que l'on garde via les smartphones et autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de l'instantanéité de ce contact entre les parents et les enfants, notamment lorsqu'on est dans un cadre d'éloignement? Est-ce que vous pensez qu'il est sain ou pas? Oui, alors c'est tout à fait normal d'avoir envie d'avoir. Les enfants s'éloignent, on ne les perd pas pour autant. Hein. Ils sont bien vivants et ils continuent de vivre et c'est ça qui est passionnant du reste. Mais on n'est pas non plus obligé d'avoir un lien quotidien avec eux parce que je crois qu'il faut aussi leur laisser construire leur vie d'adulte et que la vie d'adulte, elle se construit quand même psychiquement à distance des parents. Pour avoir une véritable autonomie psychique, il faut aussi être capable de prendre des décisions sans arrêt, sans référé, d'avoir des temps comme ça que les parents ignorent. Et c'est pas pour autant chercher une rupture. Et je pense que c'est un peu un piège aussi. Et je veux te dire que bon, voilà, c'est tellement facile de s'appeler en WhatsApp, etc. On va faire ça quotidiennement. Je pense que c'est pas la peine et je conseille souvent aux parents de laisser aussi un petit peu les enfants prendre le temps de trouver aussi leur propre repère à eux et puis de les laisser un peu organiser les choses et pas organiser eux les parents un cadre. Oui. Très bien. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux parents qui nous écoutent sur la manière de réinventer ce lien une fois qu'il y a éloignement? Moi, je pense que ce qui doit réjouir les parents, c'est qu'il n'y a pas que les enfants petits qui sont intéressants. Les enfants devenus adultes, c'est tout à fait passionnant parce que justement, ils vous ouvrent sur d'autres horizons qu'on ne connaît pas, ils vous font rencontrer des personnalités différentes, ils vous apportent par les secteurs qu'ils investissent, les liens qu'ils vont construire, ils vous apportent beaucoup, les enfants, donc les enfants adultes. Donc, c'est pas du tout une perte. Je pense que c'est même plutôt un gain et que c'est très agréable de se dire, au fond, on a toujours des enfants, mais c'est des enfants qui sont des interlocuteurs un peu d'égal à égal et sur qui même plus tard on pourra peut-être un peu se reposer et qui en attendant nous apportent beaucoup de leurs expériences et nous enrichissent beaucoup avec ce qu'ils vivent eux. Donc, je pense que c'est tout à fait gratifiant. C'est pas du tout qu'une perte. Et je dirais aux parents, pensez surtout à ça et soyez
accueillez ce qui vous avec le plus d'ouverture possible, tout ce qui peut vous apporter de différent justement de votre génération, la façon de voir les choses, des opinions. Je trouve que ça peut amener à des débats passionnants, à des échanges qui sont quand même très riches. Et vous parliez aussi de l'arrivée des petits-enfants qui, je pense, sont également une source de joie importante pour des nouveaux grands-parents. Bien sûr. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau hein, de la vieillesse. C'est quand même de se dire qu'effectivement, le lien aux petits-enfants, c'est un lien qui est très comblant parce qu'il est peu ambivalent. Le lien aux enfants, il peut être ambivalent. Je veux dire, de temps en temps, ils nous exaspèrent. On les adore, on s'occupe énormément, mais de temps en temps, ils sont quand même très, très, très casse-pieds. Donc, les petits-enfants, il n'y a pas ce souci d'éducation. On a pris du recul vis-à-vis d'un certain nombre de principes, etc. On est moins rigide. Et puis, on a plus de temps. On a plus de temps, on n'a pas le même rythme. Donc, eux, les petits-enfants, ça leur plaît aussi d'avoir des adultes qui sont moins pressés, qui sont plus disponibles pour eux, qui ont des capacités d'écoute qui sont peut-être parfois meilleures que celles des parents. Et donc, oui, c'est un lien qui est tout à fait gratifiant. Vous parliez du danger que représente le départ des enfants pour le couple. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet et comment est-ce qu'on peut sauver le couple dans ces moments-là? Alors, c'est vrai que le départ des enfants, ça réinterroge, quand on est toujours en couple, ça réinterroge le lien qu'on a, hein, comment est-ce qu'il a évolué. C'est vrai que les enfants font écran parfois à un éloignement qui s'est fait subtilement, petit à petit, sans trop qu'on s'en rende compte. Et puis tout d'un coup, comme les enfants sont plus là pour faire écran, et ben on se rend compte que est-ce qu'on a encore des choses à dire, est-ce qu'on a encore envie d'avoir des projets ensemble. Et donc c'est vraiment un moment où il faut réinterroger ensemble ou séparément, ou parfois en se faisant aider, sur comment est-ce qu'on veut, qu'on pense pouvoir continuer cette vie de couple. Je pense que c'est intéressant et ça aide beaucoup d'avoir des projets, éventuellement d'avoir, je sais pas, d'avoir une activité nouvelle ensemble, de faire un voyage quand on peut, de changer. Je sais pas, changer la décoration d'un appartement. Enfin bref, il y a plein de possibilités d'avoir des projets ensemble qui vont rapprocher. Puis c'est aussi le moment où on peut un peu développer sa vie sociale. On a plus de temps, donc renouer avec des amis qu'on a moins vus. Je pense que il y a la possibilité, si on trouve que ça vaut le coup, de faire que cette vie de couple se prolonge agréablement. Parfois, c'est pas possible parce que tout d'un coup, effectivement, les enfants faisaient vraiment écran à de vraies difficultés, et là, elles apparaissent insurmontables. Et donc, on voit plus de séparation chez les personnes déjà d'âge mûr qu'autrefois. C'est ce que j'allais vous demander. Et si, on en voit plus, et les femmes ont plus d'autonomie parce qu'elles travaillent, et donc elles sont souvent, elles initient souvent la séparation. Hein. Il y a un moment où elles n'ont plus envie de faire semblant. Est-ce que dans ces cas-là, il y a des choses à faire vis-à-vis des enfants pour pas qu'ils aient l'impression que leur départ a brisé le couple? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, et je l'ai déjà vu, quand ça coïncide de vraiment trop près avec le départ d'un enfant, ça peut être effectivement, là encore, une source de culpabilité importante. Je pense qu'à ce moment-là, il faut dire les choses, hein, il faut parler, et il faut bien évidemment exprimer que on n'a pas attendu ce moment-là mais que voilà, il se trouve que c'est un moment où on se pose plus de questions et que voilà, que la réponse elle est celle-là. On arrive déjà à la fin de cet enregistrement et j'ai une petite question rituelle maintenant dans le podcast. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain?
Je souhaiterais vraiment il y ait moins de peur autour d'eux. Hein. Je pense qu'il y a une multiplicité de peurs maintenant aujourd'hui. Tout est présenté aux enfants et aux jeunes comme dangereux. Le climat, les guerres, le Covid il y a 3 ans. Vraiment, il y a une accélération, le terrorisme, enfin, c'est effrayant. On vit quand même dans un climat de peur. Et je voudrais que malgré tout, ils gardent confiance et qu'ils se disent que oui, il y a des choses difficiles, mais qu'on peut les surmonter, qu'il y a des solutions et qu'on n'est pas enfermé comme ça dans un univers uniquement dangereux. Ouais. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Béatrice, pour votre temps et j'invite tous mes auditeurs à lire votre livre « Le jour où les enfants s'en vont » parce que je pense que c'est un sujet crucial et j'ai adoré la découverte de ce livre pour aller un peu plus loin dans l'épisode, si cela vous tente. À très bientôt, Béatrice. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.